Germinal, troisième partie, chapitre 2. C'était le dernier dimanche de juillet, le jour de la ducasse de Montsou. Dès le samedi soir, les bonnes ménagères du coron avaient lavé leur salle à grande eau. Un déluge, des seaux jetés à la volée sur les dalles et contre les murs. Et le sol n'était pas encore sec, malgré le sable blanc dont on le semait, tout un luxe coûteux pour ces bourses de pauvres. Cependant, la journée s'annonçait très chaude, un de ces lourds ciels écrasants d'orage qui étouffent en été les campagnes du Nord, plates et nues, à l'infini. Le dimanche bouleversait les heures du lever chez les Maheu, tandis que le père, à partir de 5 heures, s'enrageait au lit, s'habillait quand même. Les enfants faisaient jusqu'à 9 heures la grasse matinée. Ce jour-là, Maheu alla fumer une pipe dans son jardin, finit par revenir manger une tartine tout seul, en attendant. Il passa ainsi la matinée, sans trop savoir à quoi. Il raccommoda le baquet qui fuyait, colla sous le coucou un portrait du prince impérial qu'on avait donné au petit. Cependant, les autres descendaient un à un. Le père Bonnemort avait sorti une chaise pour s'asseoir au soleil. La mère et Elzire s'étaient mises tout de suite à la cuisine. Catherine parut, poussant devant elle Lénore et Henri qu'elle venait d'habiller. Et 11 heures sonnaient. L'odeur du lapin qui bouillait avec des pommes de terre emplissait déjà la maison, lorsque Zacharie et Jeanlin descendirent les derniers, les yeux bouffis, bâillant encore. Du reste, le coron était en l'air, allumé par la fête, dans le coup de feu du dîner qu'on hâtait pour filer en bande à Montsou. Des troupes d'enfants galopaient, des hommes en bras de chemise traînaient les savates, avec le déhanchement paresseux des jours de repos. Les fenêtres et les portes, grandes ouvertes au beau temps, laissaient voir la file des salles, toutes débordantes, en gestes et en cris, du grouillement des familles. Et d'un bout à l'autre des façades, ça sentait le lapin, un parfum de cuisine riche, qui combattait ce jour-là l'odeur invétérée de l'oignon frit. Les Maheu dînèrent à midi sonnant. Ils ne menaient pas grand vacarme au milieu des bavardages de porte à porte, des voisinages mêlant les femmes dans un continuel remous d'appels, de réponses, d'objets prêtés, de mioches, chassés ou ramenés d'une claque. D'ailleurs, ils étaient en froid depuis 3 semaines avec leurs voisins, les Levaque, au sujet du mariage de Zacharie et de Philomène. Les hommes se voyaient, mais les femmes affectaient de ne plus se connaître. Cette brouille avait resserré les rapports avec la Pierronne. Seulement, la Pierronne, laissant à sa mère Pierron et Lydie, était partie de grand matin pour passer la journée chez une cousine, à Marchienne. Et l'on plaisantait, car on la connaissait, la cousine. Elle avait des moustaches. Elle était maître Porion au Voreux. La Maheude déclara que ce n'était guère propre de lâcher sa famille un dimanche de ducasse. Outre le lapin aux pommes de terre, qu'ils engraissaient dans le carin depuis 1 mois, les Maheu avaient une soupe grasse et le bœuf. La paix de quinzaine était justement tombée la veille. Il ne se souvenait pas d'un pareil régal. Même à la dernière Sainte-Barbe, cette fête des mineurs où ils ne font rien de 3 jours, le lapin n'avait pas été si gras, ni si tendre. Aussi, les 10 paires de mâchoires, depuis la petite Estelle, dont les dents commençaient à pousser, jusqu'au vieux Bonnemort, en train de perdre les siennes, travaillaient d'un tel cœur que les os eux-mêmes disparaissaient. C'était bon, la viande. Mais ils la digéraient mal, ils en voyaient trop rarement. Tout y passa. Il ne resta qu'un morceau de bouillie pour le soir. On ajouterait des tartines si l'on avait faim. Ce fut Jeanlin qui disparut le premier. Bébert l'attendait derrière l'école, et ils rôdèrent longtemps avant de débaucher Lydie, que la brûlée voulait retenir près d'elle, décidée à ne pas sortir. Quand elle s'aperçut de la fuite de l'enfant, elle hurla, agita ses bras maigres, pendant que Pierron, ennuyé de ce tapage, s'en allait flâner tranquillement
d'un air de mari qui s'amuse sans remords, en sachant que sa femme, elle aussi, a du plaisir. Le vieux Bonnemort partit ensuite, et Maheu se décida à prendre l'air, après avoir demandé à la Maheude si elle le rejoindrait là-bas. Non, elle ne pouvait guère, c'était une vraie corvée avec les petits. Peut-être que oui, tout de même, elle réfléchirait. On se retrouverait toujours. Lorsqu'il fut dehors, il hésita, puis il entra chez les voisins pour voir si Levaque était prêt. Mais il trouva Zacharie qui attendait Philomène. Et là, Levaque venait d'entamer l'éternel sujet du mariage, criait qu'on se fichait d'elle, qu'elle aurait une dernière explication avec la Maheude. Était-ce une existence de garder les enfants sans père de sa fille lorsque celle-ci roulait avec son amoureux? Philomène ayant tranquillement fini de mettre son bonnet, Zacharie l'emmena en répétant que lui voulait bien si sa mère voulait. Du reste, Levaque avait déjà filé. Maheu renvoya aussi la voisine à sa femme et se hâta de sortir. Bouteloup, qui achevait un morceau de fromage, les 2 coudes sur la table, refusa obstinément l'offre amicale d'une chope. Il restait à la maison en bon mari. Peu à peu, cependant, le coron se vidait. Tous les hommes s'en allaient les uns derrière les autres, tandis que les filles, guettant sur les portes, partaient du côté opposé, au bras de leurs galants. Comme son père tournait le coin de l'église, Catherine, qui aperçut Chaval, se hâta de le rejoindre pour prendre avec lui la route de Montsou. Et la mère, demeurée seule, au milieu des enfants débandés, ne trouvait pas la force de quitter sa chaise, se versait un second verre de café brûlant qu'elle buvait à petits coups. Dans le coron, il n'y avait plus que les femmes, s'invitant, achevant d'égoutter les cafetières, autour des tables encore chaudes et grasses du dîner. Maheu flairait que Levaque était à l'avantage, et il descendit chez Rasseneur, sans hâte. En effet, derrière le débit, dans le jardin étroit fermé d'une haie, Levaque faisait une partie de quilles avec des camarades. Debout, ne jouant pas, le père Bonnemort et le vieux Mouque suivaient la boule, tellement absorbés qu'ils oubliaient même de se pousser du coude. Un soleil ardent tapait d'aplomb. Il n'y avait qu'une raie d'ombre le long du cabaret. Et Étienne était là, buvant sa chope devant une table, ennuyé de ce que Souvarine venait de le lâcher pour monter dans sa chambre. Presque tous les dimanches, le machineur s'enfermait, écrivait ou lisait. « Joues-tu » demanda Levaque à Maheu. Mais celui-ci refusa. Il avait trop chaud, il crevait déjà de soif. « Rasseneur » appela Étienne. « Apporte donc une chope. » Et, se retournant vers Maheu, « Tu sais, c'est moi qui paie. » Maintenant, tous se tutoyaient. Rasseneur ne se pressait guère, il fallut l'appeler à 3 reprises. Et ce fut Madame Rasseneur qui apporta de la bière tiède. Le jeune homme avait baissé la voix pour se plaindre de la maison. Des braves gens, sans doute, des gens dont les idées étaient bonnes. Seulement, la bière ne valait rien, et des soupes exécrables. 10 fois déjà il aurait changé de pension, s'il n'avait pas reculé devant la course de Montsou. Un jour ou l'autre, il finirait par chercher au coron une famille. « Bien sûr, » répétait Maheu de sa voix lente. « Bien sûr, tu serais mieux dans une famille. » Mais des cris éclatèrent. Levaque avait abattu toutes les quilles d'un coup. Mouque et Bonnemort, le nez vers la terre, gardaient au milieu du tumulte un silence de profonde approbation. Et la joie d'un tel coup déborda en plaisanterie, surtout lorsque les joueurs aperçurent, par-dessus la haie, la face joyeuse de la Mouquette. Elle rôdait là depuis 1 heure. Elle s'était enhardie à s'approcher en entendant les rires. « Comment? Tu es seul ?» cria Levaque. « Et tes amoureux ?»« Mes amoureux, je les ai remisés, » répondit-elle avec une belle gaieté imprudente. « J'en cherche un. » Tous s'offrirent, la chauffèrent de gros mots. Elle refusait de la tête
riait plus fort, faisait la gentille. Son père, du reste, assistait à ce jeu, sans même quitter des yeux les quilles abattues. « Va !» continua Levaque en jetant un regard vers Étienne. « On se doute bien de celui que tu reluques, ma fille. Faudra le prendre de force. » Étienne alors s'égaya. C'était en effet autour de lui que tournait la herscheuse, et il disait non, amusé pourtant, mais sans avoir la moindre envie d'elle. Quelques minutes encore, elle resta plantée derrière la haie, le regardant de ses grands yeux fixes. Puis, elle s'en alla avec lenteur, le visage brusquement sérieux, comme accablée par le lourd soleil. À demi-voix, Étienne avait repris de longues explications qu'il donnait à Maheu sur la nécessité, pour les charbonniers de Montsou, de fonder une caisse de prévoyance. « Puisque la compagnie prétend qu'elle nous laisse libres, » répétait-il, « que craignons-nous? Nous n'avons que ses pensions et elle les distribue à son gré, du moment où elle ne nous fait aucune retenue. Eh bien, il serait prudent de créer, à côté de son bon plaisir, une association mutuelle de secours, sur laquelle nous pourrions compter au moins dans les cas de besoins immédiats. » Et il précisait des détails, discutait l'organisation, promettait de prendre toute la peine. « Moi, je veux bien, » dit enfin Maheu convaincu. « Seulement, ce sont les autres. Tâche de décider les autres. » Levaque avait gagné, on lâcha les quilles pour vider les chopes. Mais Maheu refusa d'en boire une seconde. On verrait plus tard, la journée n'était pas finie. Il venait de songer à Piron. Où pouvait-il être, Piron? Sans doute à l'estaminet l'enfant, et il décida Étienne et Levaque, tous trois partir pour Montsou, au moment où une nouvelle bande envahissait le jeu de quilles de l'Avantage. En chemin, sur le pavé, il fallut entrer au débit Casimir, puis à l'estaminet du Progrès. Des camarades les appelaient par les portes ouvertes. Pas moyen de dire non. Chaque fois, c'était une chope. 2 s'ils faisaient la politesse de rendre. Ils restaient là 10 minutes, ils échangeaient 4 paroles, et ils recommençaient plus loin. Très raisonnable, connaissant la bière, dont ils pouvaient s'emplir sans autre ennui que de la pisser trop vite au fur et à mesure, claire comme de l'eau de roche. À l'estaminet l'enfant, ils tombèrent droit sur Piron, qui achevait sa 2e chope, et qui, pour ne pas refuser de trinquer, en avala une 3e. Eux burent naturellement la leur. Maintenant, ils étaient 4. Ils sortirent avec le projet de voir si Zacharie ne serait pas à l'estaminet Tison. La salle était vide, ils demandèrent une chope pour l'attendre un moment. Ensuite, ils songèrent à l'estaminet Saint-Éloi et acceptèrent une tournée du porion Richomme, vaguèrent dès lors de débit en débit, sans prétexte, histoire uniquement de se promener. « Faut aller au volcan !» dit tout d'un coup Levaque qui s'allumait. Les autres se mirent à rire, hésitants, puis accompagnèrent le camarade au milieu de la cohue croissante de la Ducasse. Dans la salle étroite et longue du volcan, sur une estrade de planches dressées au fond, 5 chanteuses, le rebut des filles publiques de l'île, défilaient, avec des gestes et un décolletage de monstres. Et les consommateurs donnaient 10 sous lorsqu'ils en voulaient une derrière les planches de l'estrade. Il y avait surtout des herscheurs, des moulineurs, jusqu'à des galibots de 14 ans, toute la jeunesse des fosses, buvant plus de genièvre que de bière. Quelques vieux mineurs se risquaient aussi, les maris paillards, les corons, ceux dont les ménages tombaient à l'ordure. Dès que leur société fut assise autour d'une petite table, Étienne s'empara de Levaque pour lui expliquer son idée d'une caisse de prévoyance. Il avait la propagande obstinée des nouveaux convertis qui se créent une mission. Chaque membre, répétait-il, pourrait bien verser 20 sous par mois,
Avec ces 20 sous accumulés, on aurait, en 4 ou 5 ans, un magot. Et quand on a de l'argent, on est fort, n'est-ce pas? Dans n'importe quelle occasion. Hein? Qu'en dis-tu? Moi, je ne dis pas non, répondait Levaque d'un air distrait. On en causera. Une blonde énorme l'excitait, et il s'entêta à rester lorsque Maheu et Pierron, après avoir bu leur chope, voulurent partir, sans attendre une seconde romance. Dehors, Étienne, sorti avec eux, retrouva la Mouquette, qui semblait les suivre. Elle était toujours là, à le regarder de ses grands yeux fixes, riant de son rire de bonne fille, comme pour dire « Veux-tu » Le jeune homme plaisanta, haussa les épaules. Alors, elle eut un geste de colère et se perdit dans la foule. « Où est donc Chaval ?» demanda Pierron. « C'est vrai, » dit Maheu. « Il est pour sûr chez Piquette. Allons chez Piquette. » Mais, comme ils arrivaient tous trois à l'estaminet Piquette, un bruit de bataille sur la porte les arrêta. Zacharie menaçait du poing un cloutier wallon, trapu et flegmatique, tandis que Chaval, les mains dans les poches, regardait. « Tiens, le voilà, Chaval !» reprit tranquillement Maheu. « Il est avec Catherine. » Depuis 5 grandes heures, la herscheuse et son galant se promenaient à travers la Ducasse. C'était, le long de la route de Montsou, de cette large rue aux maisons basses et peinturlurées, dévalant enlacées, un flot de peuple qui roulait sous le soleil, pareil à une traînée de fourmis perdues dans la nudité rase de la plaine. L'éternelle boue noire avait séché, une poussière noire montait, volait ainsi qu'une nuée d'orage. Aux deux bords, les cabarets crevaient de monde, rallongeaient leurs tables jusqu'au pavé, où stationnait un double rang de camelots, des bazars en plein vent, des fichus et des miroirs pour les filles, des couteaux et des casquettes pour les garçons. Sans compter les douceurs, des dragées et des biscuits. Devant l'église, on tirait de l'arc. Il y avait des jeux de boules en face des chantiers. Au coin de la route de Joiselle, à côté de la régie, dans un enclos de planches, on se ruait à un combat de coqs, 2 grands coqs rouges, armés d'éperons de fer, dont la gorge ouverte saignait. Plus loin, chez Maigrat, on gagnait des tabliers et des culottes au billard. Et il se faisait de longs silences, la cohue buvait, s'empiffrait sans un cri. Une muette indigestion de bière et de pommes de terre frites s'élargissait dans la grosse chaleur que les poêles de friture, bouillant en plein air, augmentaient encore. Chaval acheta un miroir de 19 sous et un fichu de 3 francs à Catherine. À chaque tour, il rencontrait Mouque et Bonnemort, qui étaient venus à la fête, et qui, réfléchis, la traversaient côte à côte de leurs jambes lourdes. Mais une autre rencontre les indigna. Ils aperçurent Jeanlin en train d'exciter Bébert et Lydie à voler les bouteilles de genièvre d'un débit de hasard, installé au bord d'un terrain vague. Catherine ne put que gifler son frère. La petite galopait déjà avec une bouteille. Ces satanés enfants finiraient au bagne. Alors, en arrivant devant le débit de la tête coupée, Chaval eut l'idée d'y faire entrer son amoureuse pour assister à un concours de pinsons affiché sur la porte depuis 8 jours. 15 cloutiers, des clouteries de Marchiennes, s'étaient rendus à l'appel, chacun avec une douzaine de cages. Et les petites cages obscures, où les pinsons aveuglés restaient immobiles, se trouvaient déjà accrochés à une palissade dans la cour du cabaret. Il s'agissait de compter celui qui, pendant 1 heure, répéterait le plus de fois la phrase de son chant. Chaque cloutier, avec une ardoise, se tenait près de ses cages, marquant, surveillant ses voisins, surveillé lui-même. Et les pinsons étaient partis. Les chichouilles, au chant plus gras, les bâtisses quick, d'une sonorité aiguë,
tout d'abord timide, ne risquant que de rares phrases, puis s'excitant les uns les autres, pressant le rythme, puis emportés enfin d'une telle rage d'émulation qu'on en voyait tomber et mourir. Violemment, les cloutiers les fouettaient de la voix, leur criaient en wallon de chanter encore, encore, encore un petit coup, tandis que les spectateurs, une centaine de personnes, demeuraient muets, passionnés, au milieu de cette musique infernale de 180 pinsons, répétant tous la même cadence à contretemps. Ce fut un Batisquick qui gagna le premier prix, une cafetière en fer battu. Catherine et Chaval étaient là lorsque Zacharie et Philomène entrèrent. On se serra la main, on resta ensemble. Mais brusquement, Zacharie se fâcha en surprenant un cloutier, venu par curiosité avec les camarades, qui pinçait les cuisses de sa sœur. Et elle, très rouge, le faisait taire, tremblante à l'idée d'une tuerie, de tous ces cloutiers se jetant sur Chaval, s'il ne voulait pas qu'on la pinçât. Elle avait bien senti l'homme, elle ne disait rien, par prudence. Du reste, son galant se contentait de ricaner. Tous les quatre sortirent, l'affaire sembla finie. Et à peine étaient-ils entrés chez Piquette, boire une chope, voilà que le cloutier avait reparu, se fichant d'eux, leur soufflant sous le nez d'un air de provocation. Zacharie, outré dans ses bons sentiments de famille, s'était rué sur l'insolent. « C'est ma sœur, cochon! Attends, nom de Dieu, je vais te la faire respecter !» On se précipita entre les deux hommes, tandis que Chaval, très calme, répétait « Laisse donc, ça me regarde, je te dis que je me fous de lui. » Maheu arrivait avec sa société, et il calma Catherine et Philomène, déjà en larmes. On riait maintenant dans la foule. Le cloutier avait disparu. Pour achever de noyer ça, Chaval, qui était chez lui à l'estaminet Piquette, offrit des chopes. Étienne dut trinquer avec Catherine, tous burent ensemble, le père, la fille et son galant, le fils et sa maîtresse, en disant poliment « À la santé de la compagnie !» Pierron ensuite s'obstina à payer sa tournée. Et l'on était très d'accord, lorsque Zacharie fut repris d'une rage à la vue de son camarade Mouquet. Il l'appela pour aller faire, disait-il, son affaire au cloutier. « Il faut que je le crève. Tiens, Chaval, garde Philomène avec Catherine, je vais revenir. » Maheu, à son tour, offrait des chopes. Après tout, si le garçon voulait venger sa sœur, ce n'était pas d'un mauvais exemple. Mais depuis qu'elle avait vu Mouquet, Philomène, tranquillisée, hochait la tête. Bien sûr que les deux bougres avaient filé au volcan. Les soirs de Ducasse, on terminait la fête au bal du Bon Joyeux. C'était la veuve Désir qui tenait ce bal, une forte mère de 50 ans, d'une rotondité de tonneau, mais d'une telle verdeur qu'elle avait encore 6 amoureux. Un pour chaque jour de la semaine, disait-elle, et les 6 à la fois le dimanche. Elle appelait tous les charbonniers ses enfants, attendris à l'idée du fleuve de bière qu'elle leur versait depuis 30 années. Et elle se vantait aussi que pas une herscheuse ne devenait grosse sans s'être, à l'avance, dégourdi les jambes chez elle. Le Bon Joyeux se composait de 2 salles, le cabaret, où se trouvait le comptoir et des tables, puis, communiquant de plain-pied par une large baie, le bal, vaste pièce planchéiée, au milieu seulement, dallée de briques autour. Une décoration l'ornait, 2 guirlandes de fleurs en papier qui se croisaient d'un angle à l'autre du plafond, et que réunissait, au centre, une couronne des mêmes fleurs, tandis que le long des murs saignaient des écussons dorés, portant des noms de saints, Saint-Éloi, patron des ouvriers du fer, Saint-Crépin, patron des cordonniers, Sainte-Barbe, patronne des mineurs, tout le calendrier des corporations. Le plafond était si bas que les 3 musiciens, dans leur tribune, grande comme une chaire à prêcher, s'écrasaient la tête.
Pour éclairer le soir, on accrochait 4 lampes à pétrole aux 4 coins du bal. Ce dimanche-là, dès 5 heures, on dansait au plein jour des fenêtres. Mais ce fut vers 7 heures que les salles s'emplirent. Dehors, un vent d'orage s'était levé, soufflant de grandes poussières noires, qui aveuglaient le monde et grésillaient dans les poêles de friture. Maheu, Étienne et Pierron, entrés pour s'asseoir, venaient de retrouver au bon joyeux Chaval, dansant avec Catherine, tandis que Philomène, toute seule, les regardait. Ni Levaque, ni Zacharie n'avaient reparu. Comme il n'y avait pas de banc autour du bal, Catherine, après chaque danse, se reposait à la table de son père. On appela Philomène, mais elle était mieux debout. Le jour tombait. Les 3 musiciens faisaient rage. On ne voyait plus dans la salle que le remuement des hanches et des gorges, au milieu d'une confusion de bras. Un vacarme accueillit les 4 lampes, et brusquement tout s'éclaira. Les faces rouges, les cheveux dépeignés, collés à la peau, les jupes volantes, balayant l'odeur forte des couples en sueur. Maheu montra à Étienne la mouquette, qui, ronde et grasse comme une vessie de saindoux, tournait violemment au bras d'un grand moulineur maigre. Elle avait dû se consoler et prendre un homme. Enfin, il était 8 heures lorsque la Maheude parut, ayant au sein Estelle et suivie de sa marmaille, Alzire, Henri et Lénore. Elle venait tout droit retrouver là son homme, sans craindre de se tromper. On souperait plus tard, personne n'avait faim, l'estomac noyé de café, épaissi de bière. D'autres femmes arrivaient. On chuchota en voyant, derrière la Maheude, entrer la Levaque, accompagnée de Bouteloup, qui amenait par la main Achille et Désiré, les petits de Philomène. Et les 2 voisines semblaient très d'accord. L'une se retournait, causait avec l'autre. En chemin, il y avait eu une grosse explication. La Maheude s'était résignée au mariage de Zacharie, désolée de perdre le gain de son aîné. Mais, vaincue par cette raison, qu'elle ne pouvait le garder davantage sans injustice. Elle tâchait donc de faire bon visage, le cœur anxieux, en ménagère qui se demandait comment elle joindrait les 2 bouts, maintenant que commençait à partir le plus clair de sa bourse. « Mets-toi là, voisine, » dit-elle en montrant une table près de celle où Maheu buvait avec Étienne et Pierron. « Mon mari n'est pas avec vous ?» demanda la Levaque. Les camarades lui contèrent qu'il allait revenir. Tout le monde se tassait. Bouteloup, les mioches, si à l'étroit dans l'écrasement des buveurs que les 2 tables n'en formaient qu'une. On demanda les chopes. En apercevant sa mère et ses enfants, Philomène s'était décidée à s'approcher. Elle accepta une chaise, elle parut contente d'apprendre qu'on la mariait enfin. Puis, comme on cherchait Zacharie, elle répondit de sa voix molle « Je l'attends, il est par là. » Maheu avait échangé un regard avec sa femme. Elle consentait donc. Il devint sérieux, fuma en silence. Lui aussi était pris de l'inquiétude du lendemain, devant l'ingratitude de ses enfants qui se marieraient un à un en laissant leurs parents dans la misère. On dansait toujours. Une fin de quadrille noyait le bal dans une poussière rousse. Les murs craquaient, un piston poussait des coups de sifflet aigus, pareil à une locomotive en détresse. Et quand les danseurs s'arrêtèrent, ils fumaient comme des chevaux. « Tu te souviens ?» dit la Levaque en se penchant à l'oreille de la Maheude. « Toi qui parlais d'étrangler Catherine si elle faisait la bêtise. » Chaval ramenait Catherine à la table de la famille, et tous 2, debout derrière le père, achevaient leur chope. « Bah !» murmura la Maheude d'un air résigné. « On dit ça, mais ce qui me tranquillise, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Ah, ça, j'en suis bien sûre. Vois-tu qu'elle accouche aussi, celle-là, et que je sois forcée de la marier ?
Qu'est-ce que nous mangerions alors? Maintenant, c'était une polka que sifflait le piston. Et pendant que l'assourdissement recommençait, Maheu communiqua tout bas à sa femme une idée. Pourquoi ne prenait-il pas un logeur? Étienne, par exemple, qui cherchait une pension. Ils auraient de la place, puisque Zacharie allait les quitter. Et l'argent qu'il perdrait de ce côté-là, il le regagnerait en partie de l'autre. Le visage de la Maheude s'éclairait. Sans doute, bonne idée. Il fallait arranger ça. Elle semblait sauvée de la faim une fois encore. Sa belle humeur revint, si vive qu'elle commanda une nouvelle tournée de chope. Étienne, cependant, tâchait d'endoctriner Pierron, auquel il expliquait son projet d'une caisse de prévoyance. Il lui avait fait promettre d'adhérer lorsqu'il eut l'imprudence de découvrir son véritable but. « Et si nous nous mettons en grève, tu comprends l'utilité de cette caisse. Nous nous fichons de la compagnie, nous trouvons là les premiers fonds pour lui résister. Hein? C'est dit, tu en es ?» Pierron avait baissé les yeux, pâlissant. Il bégaya « Je réfléchirai. Quand on se conduit bien, c'est la meilleure caisse de secours. » Alors Maheu s'empara d'Étienne et lui proposa de le prendre comme logeur, carrément, en brave homme. Le jeune homme accepta de même, très désireux d'habiter le coron, dans l'idée de vivre davantage avec les camarades. On régla l'affaire en 3 mots. La Maheude déclara qu'on attendrait le mariage des enfants. Et justement, Zacharie revenait enfin, avec Mouquet et Levaque. Tous les 3 rapportaient les odeurs du volcan. Une haleine de genièvre, une aigreur musquée de filles mal tenues. Ils étaient très ivres, l'air content d'eux-mêmes, se poussant du coude et ricanant. Lorsqu'il sut qu'on le mariait enfin, Zacharie se mit à rire si fort qu'il en étranglait. Paisiblement, Philomène déclara qu'elle aimait mieux le voir rire que pleurer. Comme il n'y avait plus de chaise, Bouteloup s'était reculé pour céder la moitié de la sienne à Levaque. Et celui-ci, soudainement très attendri de voir qu'on était tous là, en famille, fit une fois de plus servir de la bière. « Nom de Dieu, on ne s'amuse pas si souvent !» gueulait-il. Jusqu'à 10 heures, on resta. Des femmes arrivaient toujours pour rejoindre et emmener leurs hommes. Des bandes d'enfants suivaient à la queue. Et les mères ne se gênaient plus, sortaient des mamelles longues et blondes comme des sacs d'avoine, barbouillaient de lait les poupons joufflus, tandis que les petits, qui marchaient déjà, gorgés de bière et à 4 pattes sous les tables, se soulageaient sans honte. C'était une mer montante de bière, les tonnes de la veuve Désir éventrées, la bière arrondissant les panses, coulant de partout, du nez, des yeux et d'ailleurs. On gonflait si fort dans le tas que chacun avait une épaule ou un genou qui entrait chez le voisin, tous égayés, épanouis de se sentir ainsi les coudes. Un rire continu tenait les bouches ouvertes, fendues jusqu'aux oreilles. Il faisait une chaleur de four, on cuisait. On se mettait à l'aise, la chair dehors, dorée dans l'épaisse fumée des pipes. Et le seul inconvénient était de se déranger. Une fille se levait de temps à autre, allait au fond, près de la pompe, se troussait, puis revenait. Sous les guirlandes de papier peint, les danseurs ne se voyaient plus, tellement ils suaient. Ce qui encourageait les galibots à culbuter les herscheuses au hasard des coups de rein. Mais lorsqu'une gaillarde tombait avec un homme par-dessus elle, le piston couvrait leur chute de sa sonnerie enragée, le branle des pieds les roulait, comme si le bal se fût éboulé sur eux. Quelqu'un, en passant, avertit Pierron que sa fille, Lydie, dormait à la porte, en travers du trottoir. Elle avait bu sa part de la bouteille volée. Elle était saoule, et il dut l'emporter à son cou, pendant que Jeanlin et Bébert, plus solides, le suivaient de loin, trouvant ça
très farce. Ce fut le signal du départ. Des familles sortirent du bon joyeux, les Maheu et les Levaque se décidèrent à retourner au coron. À ce moment, le père Bonnemort et le vieux Mouque quittaient aussi Montsou, du même pas de somnambules, entêtés dans le silence de leurs souvenirs. Et l'on rentra tous ensemble, on traversa une dernière fois la Ducasse, les poêles de friture qui se figeaient, les estaminets d'où les dernières chopes coulaient en ruisseaux jusqu'au milieu de la route. L'orage menaçait toujours. Des rires montèrent, dès qu'on eut quitté les maisons éclairées, pour se perdre dans la campagne noire. Un souffle ardent sortait des blés mûrs. Il dut se faire beaucoup d'enfants cette nuit-là. On arriva débandé au coron. Ni les Levaque, ni les Maheu ne soupèrent avec appétit. Et ceux-ci dormaient en achevant leur bouillie du matin. Étienne avait emmené Chaval boire encore chez Rasseneur. « J'en suis, » dit Chaval, quand le camarade lui eut expliqué l'affaire de la caisse de prévoyance. « Tape là-dedans, tu es un bon !» Un commencement d'ivresse faisait flamber les yeux d'Étienne. Il cria « Oui, soyons d'accord. Vois-tu, moi, pour la justice, je donnerai tout, la boisson et les filles. Il n'y a qu'une chose qui me chauffe le cœur, c'est l'idée que nous allons balayer les bourgeois.